Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de ce 15e épisode de Ma Découverte. Je m'appelle Élise Madé et c'est pas un secret pour personne, je suis une fan finie de la télévision québécoise et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de rencontrer une femme qui est derrière plusieurs productions qui ont été vraiment marquantes pour moi dans les dernières années. Je pense entre autres à Grand Ours, Aveux, Mirador, Mauvais Karma et plus récemment, il y a eu Nouvelle Adresse et Victor Lessard. Cette femme-là, elle s'appelle Myriane Pavlovic. C'est une script éditrice et productrice au contenu, une femme qui travaille dans l'ombre depuis plusieurs années et qui est aussi assez discrète, selon en tout cas ma perception. Mais dès qu'elle commence à parler, on a juste envie de prêter l'oreille, d'écouter ce qu'elle a à nous dire sur ses expériences, sur son travail qui semble vraiment passionnant. Alors ma découverte du jour, c'est Myriane Pavlovic. Bonjour, Myriane Pavlovic. Bonjour, Élise Madé. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce que je trouve que tu es une femme vraiment inspirante. Puis ton métier aussi de script éditrice, productrice au contenu, je t'avoue que c'est toujours resté un peu flou pour moi ce que c'était exactement. J'imagine que je suis pas la seule. C'est un métier qui est quand même méconnu. Et aussi, c'est un peu intangible. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est toujours difficile de savoir par rapport à l'auteur, c'est quoi la part du script éditeur. Est-ce que, par exemple, tu sais, j'écoutais la dernière saison de Victor Lessard sur le Club Illico, puis je me demandais, OK, c'est quoi la partie de Martin Michaud qui a créé les romans, la partie de Frédéric Ouellette versus la partie de Myriane Pavlovic? C'est vraiment un travail de l'ombre, finalement. Mais c'est un travail d'accompagnement, en fait, le travail de script éditrice. Productrice au contenu, script éditrice, c'est pas non plus la même chose. Et selon les projets, je vais assumer ou les deux rôles ou un des deux rôles. Mais c'est clair que j'ai travaillé beaucoup plus fréquemment comme script éditrice depuis une quinzaine d'années, disons, là, dans l'accompagnement des projets. Ça dépend des projets, ça dépend des besoins aussi. Il n'y a pas un auteur qui travaille de la même façon, il n'y a pas un auteur qui a les mêmes attentes, mais de manière générale, la script édition, juste pour le situer, c'est pour moi d'être là dès le début du projet avec les auteurs pour inventer cet univers-là. Il y a des cas où l'univers préexiste, c'est rare, comme celui des Victor Lessard, parce que les romans existaient, mais en général, c'est une matière qu'on crée de toutes pièces. Donc, c'est auprès des auteurs de définir le propos, définir le sujet, profiler les personnages, réfléchir à l'arc, à la quête de chacun des personnages, puis ensuite articuler tout ça, construire tout ça de façon à ce que ça donne les 10 épisodes. En général, c'est le format auquel moi j'ai le plus travaillé, les 10 épisodes qu'on va livrer. Alors, ça se passe beaucoup en termes de rencontres, de discussions, de brainstorm au départ, mais aussi par la suite, et au début aussi, sous forme de questions, pour pousser la réflexion, pour faire en sorte qu'on précise les choses. Et puis en même temps, parfois, c'est de lire entre les lignes aussi ce que l'auteur va énoncer de façon instinctive, puis c'est comme déjà dès le départ d'essayer de comprendre ce qui lui échappe. Et ce qu'il est en train même de lancer à son, ou elle, ou il est en train de lancer à son insu. C'est que c'est vraiment, ensuite, au fil du processus, des lectures commentées, des notes, des propositions, et pour revenir à ta question précise de base, quelle est la part de chacun ou l'apport de chacun dans Victor Lessard? C'est clair que, dans le cas de Martin, quand on a fait, je me souviens, la première saison, ou qu'on a fait la deuxième, Violence à l'origine, c'était déjà pas la même chose parce que la première saison, le roman était extrêmement touffu. Les choix qu'on a fait, ça a été plutôt d'élaguer dans la matière et de sacrifier certaines
trame, certains détails dans la construction de l'intrigue. Alors parce qu'une série, t'as des contraintes à respecter aussi. Oui. C'est pas comme un roman où tu peux Non. Puis il y a aussi une question de médium, c'est-à-dire que le roman, en effet, tu pars librement, tu peux faire des digressions, tu peux au niveau de ta façon de voyager dans le temps, dans les flashbacks, dans les flash-forward, dans la narration au jeu de différents personnages. Tu sais, je me souviens, il y avait des chapitres intercalés qui étaient le journal de Charlie, en fait, qu'on peut pas traduire à l'écran de la même façon. Puis à l'écran, on a aussi pris le parti, évidemment, tout comme dans les romans, mais plus encore peut-être, d'avoir Victor Lessard et Jacinthe à l'avant-plan. Donc, la fiction est comme menée par ce duo-là. Fait que c'est clair que les choix qu'on va faire, ça va être pour les mettre en mouvement davantage, ça va être pour faire en sorte qu'ils s'illustrent, pour qu'on soit avec eux constamment. Donc, on est dans leur point de vue sur le plan narratif. Fait que c'est sûr que ça modifie parfois un petit peu les choses. Donc, et pour la deuxième saison, là, c'était le contraire? La deuxième saison, c'est que le roman était beaucoup moins long, moins touffu. Il y a des choses aussi par rapport aux personnages, entre autres... je sais pas si je vais en parler parce que je vais pas trop... Oui, ça gâche des punchs. Je vais gâcher des choses, mais disons qu'il y avait des réflexions qui se faisaient, des conversations qui avaient lieu dans le roman puis qu'on pouvait pas traduire non plus du tout de la même façon à l'écran. Alors, on a choisi de créer quelque chose qui n'existait pas du tout dans le roman. Et en créant ça, ben là, ça a amené évidemment non seulement la nécessité de l'invention, mais aussi de modifier profondément ce qui existait déjà et qu'on pouvait plus utiliser de la même façon. Alors, cette façon de faire, ça a été pour la deuxième saison, dans la dynamique de travail, très différent parce que autant la première saison, la matière existait, on pouvait la répartir d'une certaine façon entre les auteurs parce qu'on avait fait comme une espèce de mise à plat et chaque épisode était plus ou moins résumé. Donc, Frédéric Ouellette pouvait partir, Martin partir de son côté. Moi, j'étais le lien entre eux deux. Chacun savait ce que l'autre faisait, mais j'étais leur interlocutrice. Pour qu'il y ait une cohérence, une continuité. Mais oui, parce qu'il y a quand même des scènes qui peuvent se chevaucher d'un épisode à l'autre, puis aussi pour maintenir dans la rigueur du déploiement, dans la façon, disons, de déployer justement la quête de chacun des personnages, qu'on s'assure qu'il n'y a pas de fil qui pendouille, qu'il y a un équilibre dans chacun des épisodes et dans l'ensemble de la série. Alors que dans la deuxième saison, à cause de toute cette matière inventée, on a décidé de travailler autrement, où on a fait pendant 2-3 semaines, avant de se lancer dans l'écriture dialoguée, des sessions de journée complète avec les deux auteurs, avec le réalisateur aussi, Patrice Sauvé et moi, de brasser la matière pour pouvoir justement arriver à des résumés par épisode. Et les deux auteurs, Frédéric Ouellette et Martin Michaud, ont donc travaillé beaucoup plus étroitement cette saison-là à articuler ensemble les scènes à scène de chacun des épisodes, puis après ça, partir chacun de leur côté dialoguer, puis là, il y a comme une synergie différente là, qui s'est installée. À ce moment-là, est-ce que c'est toi un peu la chef d'orchestre, si on peut dire? Ben, à ce moment-là, moi, je suis là un peu comme balise aussi, c'est-à-dire que, et comme on est dans des délais démentiels et des calendriers très serrés, extrêmement serrés, et dans le cas des Victor Lessard, on doit sur Illico livrer les 10 épisodes en même temps, c'est mis en ligne, mais ça change la donne complètement, parce que par rapport à d'autres séries qu'on fait par exemple pour les chaînes généralistes comme TVA ou Radio-Canada, c'est qu'on livre un épisode à la fois, donc ça nous donne en post-prod beaucoup plus d'espace, puis ça fait en sorte que les tournages peuvent s'étaler plus longtemps parce qu'on livre les premiers épisodes alors qu'on est encore en tournage le dernier bloc de tournage et pour les derniers épisodes qui vont être livrés beaucoup plus tard. Donc, ces calendriers-là font en sorte que on est très, très pressurisé par le temps. Alors, quand on est
pressurisé comme ça, puis qu'on a de la matière à inventer, on peut partir dans toutes sortes de directions, puis ce sont des bonnes idées, mais il y a des moments où on peut s'égarer parce que ça va prendre toutes sortes de proportions, parce qu'on a aussi un cadre budgétaire à respecter, parce qu'on a un nombre de personnages avec lesquels on doit composer, puis on a aussi sur le plan budgétaire un rôle scène, c'est-à-dire des balises qui font que tous les personnages ne peuvent pas être dans tous les épisodes. Est-ce sinon, que c'est toi qui ça gères serait trop ça, coûteux. ces aspects-là? Ben, Justement plus technique, le nombre de on lieux de essaie tournage. de s'auto-réguler, c'est-à-dire qu'on se donne au départ, puis ça, il y a l'expérience pour moi aussi de la production qui entre en ligne de compte. Quand on a des paramètres comme ceux-là, j'essaie d'être plus sensible à ça. Les auteurs, la première année, c'est moins clair, mais plus on avance, plus on voit aussi ce que ça a dû occasionner comme coupure. Mettons qu'on écrit la première saison, puis on arrive en pré-production, on a un mois, 5 semaines de pré-production, et là, on articule un horaire de tournage, on s'aperçoit que ça dépasse, ça déborde de tous les côtés, les journées sont trop longues, on a trop de jours, alors là, il faut revoir les textes pour couper dans les textes, couper des scènes, couper des lieux, ramener de l'action autrement, couper certains personnages, ramener des premiers rôles à deuxième rôle, à troisième rôle pour que les coûts soient moins élevés. On est pris avec cette réalité-là au Québec. Tu sais, on fait des séries maintenant. C'est le vœu des diffuseurs et de tout le monde, c'est d'essayer d'être autour de 500, 550 000, alors que... À l'époque, c'était beaucoup plus Ben, c'était 850 000, c'était la norme, là, tu sais, il y a 10 ans à peine, là, c'était courant, puis on faisait de la série lourde avec les moyens pour raconter des histoires puis donner aux histoires les moyens dont elles avaient besoin. Là, avec la multiplicité des plateformes, le besoin de contenu original, c'est génial. C'est sûr que c'est très, très stimulant, mais la tarte ou disons le budget que les réseaux ont à consacrer n'a pas augmenté de façon exponentielle non plus, ce qui fait que on veut plus de projets, mais avec moins d'argent par projet, tu sais. Et là, on arrive à une limite où vraiment... il y a certaines histoires qu'on sera plus capable de raconter. Il y a des projets qu'on a développés, je pense à un en particulier, où c'est un projet auquel j'étais très, très attachée. Puis on se dit, ben pour le moment, c'est pas réaliste. Ben c'est difficile, tu sais, à moins de charcuter puis de le travestir complètement. Ça se fait pas, là, tu sais, dans le cadre... les cadres budgétaires avec lesquels on doit composer dans le moment. Donc oui, moi, j'essaie d'être... encore là, une espèce de filtre qui met en garde les auteurs puis qui est tout de suite dans l'idéation sans couper les ailes et sans arriver, parce que c'est pas mon rôle non plus comme script éditrice, c'est de tout le temps brandir le budget ou le cadre budgétaire, mais en même temps, c'est tellement frustrant d'arriver après coup puis de devoir remanier que je me dis, oui, donnons-nous ça puis disons-nous que c'est ça le terrain de jeu, c'est ça les paramètres avec lesquels on doit composer puis créons à l'intérieur de ça, tu sais. Mais je dois dire que depuis plusieurs années déjà, là, tout le monde emboîte ce pas-là, donc et les auteurs et les réalisateurs et toute l'équipe deviennent de plus en plus sensibles à ça, mais il en reste pas moins qu'on dépasse tout le temps. C'est sûr qu'on a beau essayer de se donner des paramètres très, très, très clairs. Quand on écrit, il y a un moment où il faut être dans un certain élan, puis pas être constamment en train de s'auto-réguler. On fait pas du téléroman non plus là, quand on parle de séries comme Victor Lessard, puis en téléroman, encore là, il y a des défis, mais comme il y a beaucoup plus d'épisodes, comme souvent aussi on construit ou on est dans des lieux où on va amortir beaucoup, beaucoup l'action, mais c'est une autre gestion des paramètres, tandis qu'en série lourde, guillemets, je dis lourd, guillemets, on se déplace beaucoup, tu sais, et des séries policières à plus forte raison, tu sais, par définition, on est sur le terrain, on a des morts, on doit enquêter, on doit colliger des indices, on doit rencontrer des témoins. Il y a une limite à amener tout le monde, par exemple, au crime majeur, puis il y a une limite à se raconter les entrevues qu'on vient de faire avec différents témoins intéressants, tu sais. Donc, on essaie de trouver l'équilibre là-dedans, mais voilà, c'est un défi, puis on fait pas le mieux à l'intérieur de ça.
continuons de parler de Victor Lessard, par exemple. Est-ce que le genre policier, c'était un genre qui t'intéressait déjà depuis longtemps ou c'est quelque chose de nouveau pour toi dans ta carrière parce que tu as vraiment fait des séries très variées qui allaient dans tous les styles? Ben en fait, oui, c'était nouveau. Je suis pas une fan de romans policiers, contrairement à d'autres personnes qui en consomment de manière vraiment passionnée. Moi, j'ai lu, je me souviens, parce que c'était l'été, parce qu'on m'en avait parlé, parce que j'étais curieuse et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour l'écriture de Martin. C'est par là que c'est passé, c'est par son sens des personnages, la profondeur, l'envergure. Tu le connaissais pas du tout? Je le connaissais pas du tout. Et en effet, il y avait chez Pixcom Charles Lafortune, entre autres, qui me l'avait en disant « Tu t'en vas là, pour une semaine, prends ça, tu vas voir, c'est divertissant. » Et quand je suis revenue... Lui, il avait en tête d'en faire une série déjà? Je sais pas, c'est-à-dire qu'il trouvait ça vraiment... Il aimait beaucoup cette écriture-là, probablement qu'il avait déjà comme un intérêt, mais c'était pas formulé comme ça. Il me l'a pas dit en disant « Lisa, j'aimerais ça qu'on en fasse une série. » C'était « Tu vas passer un bon moment. » Et quand je suis revenue, on s'est remis à en parler, puis effectivement, je dis « Il faut absolument qu'on le rencontre. » Là, Alors là, on attend un peu, allez, on le relance. Est-ce qu'on le voit finalement? Est-ce que ça va se faire? Fait qu'on l'a rencontré, puis ça a été encore là une vraie rencontre, une vraie... très, très agréable. Martin à la hauteur de ce que je pressentais qu'il y avait dans cette écriture-là. Beaucoup. Puis au début, Martin, il était pas certain, lui, de vouloir scénariser pour la télé. Il avait surtout pas envie, il l'a dit à quelques reprises, de rebrasser la même soupe, c'est-à-dire une matière qu'il avait déjà articulée dans les romans. Alors, il avait envie d'aller ailleurs? Il avait envie d'aller, peut-être pas c'est pas qu'il était pas intéressé par l'écriture télé, mais peut-être d'y arriver avec un projet original. Fait que de fil en aiguille, moi je disais, ah bon, ok. Mais veux-tu garder un rôle veux-tu avoir un regard sur ce qui va se faire? Et là, on a commencé à se voir tous les deux, juste pour brasser la matière un peu, puis regarder comment ça pourrait s'articuler, comment ça pouvait s'adapter, c'était quoi les défis, avant de penser à d'autres auteurs. Mais je suis curieuse, est-ce que pour lui, il savait tout ton travail? Tu sais, est-ce qu'il y a eu comme une relation de confiance dès le départ, tant toi envers lui que lui envers toi? Mais ça s'est passé doucement, parce qu'à ce moment-là, il était en train de terminer l'écriture d'un roman. Et on a donc eu toutes ces rencontres juste pour... Puis je pense qu'il avait... Informellement. Il s'était informé sur qui était qui là, dans cette équipe-là, qui faisait quoi. Puis ça a cliqué quand même assez rapidement, tu sais, lui et moi. On s'entendait sur la vision qu'on avait des romans, la compréhension que j'en avais, puis ce qui m'avait touché là-dedans, ce que j'y voyais au niveau d'une certaine analyse quand je lui en parlais, je pense que ça l'a atteint parce que ça correspondait à son projet, à ce qu'il avait envie de faire. J'ai l'impression qu'il y a eu la sensation d'être reçu pour ce que c'était ces romans-là. Alors, on s'est donc vu plusieurs fois pour déblayer tout ça. Et c'est au fil de ces rencontres-là qu'il a commencé à dire, mais finalement, peut-être que moi, je pourrais le faire. Tu sais, peut-être que j'aurais envie de l'écrire, surtout si on se donne la liberté d'aller ailleurs dans la série télé. On n'est pas, et ça, il a fait preuve d'une immense ouverture. C'était pas Victor Lessard, je me souviens, c'est ça, puis il faut pas en déroger. C'est on peut choisir de dire le contraire de ce qu'il y a dans les romans. Et on a commencé par Je me souviens, parce que moi, j'ai lu, c'est pas évidemment... le premier de la série non. de Victor Lessard. Et moi, ça? après avoir lu Je me souviens, évidemment, j'ai eu envie de lire les romans précédents. Mais je trouvais quand même que pour lancer la marque Victor Lessard à la télé, je me souviens celui des trois qui était le plus puissant, qui avait un propos, puis qui avait aussi sur le plan du foisonnement, puis de la richesse... Comme tu me disais, c'était un livre très riche, oui, très touffu. Très touffu, très complexe, qui représentait pas mal de défis parce qu'il y avait... je sais pas si on peut en parler, là, pour ceux qui n'auraient pas vu la série de Alerte divulgateur. Alerte divulgateur, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais disons qu'il y a plusieurs strates à toutes sortes de niveaux, là, de passé récent, de passé début des années 60, Kennedy, bon, tout ça.
Puis c'est sûr qu'on n'allait pas aller tourner aux États-Unis, c'est sûr donc on a trouvé toutes sortes d'astuces pour actualiser tout ça, notamment, tu sais, et Michel Allen que j'avais invité à écrire ou à réfléchir avec nous à la première saison, parce qu'à ce moment-là, Martin, donc étant dans l'écriture du roman, je lui avais dit, mais ça va prendre quelqu'un qui va rapidement, à cause des délais dans lesquels on était, écrire un premier épisode et surtout avec qui on va pouvoir réfléchir aux décisions qu'on a à prendre justement d'adaptation. Parce que même à cette étape-là, fallait faire rapidement des premiers épisodes. Oui, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour développer. Non, pas du tout, parce que le projet pour la petite histoire, on l'avait proposé à TVA. Avant que ce soit écrit? Avant que ce soit, c'est-à-dire que sur la foi de l'univers, d'une prémisse, d'un pitch, comme on fait au diffuseur à partir d'un... Puis, tu sais, la matière existait, donc on avait déjà déterminé qu'est-ce qu'on proposait comme adaptation, parce que c'est une réelle adaptation du roman, là. Et TVA nous avait dit, avait regardé ça, avait été vraiment très, très favorablement impressionné, puis en bout de piste, nous avait dit, on n'a pas l'espace cette année, mais on va prendre le temps de le développer et ce sera pour l'an prochain en production. Alors, Martin et moi, évidemment, on jubilait parce qu'on se disait, ça c'est génial, on va avoir un an. On va avoir le temps. Mais lui, comme c'était en plus sa première expérience comme scénariste, il y avait beaucoup d'apprentissage à faire, il le savait. Mais la semaine d'après, alors que nous, on avait comme, il est parti en vacances, lui, en disant, je prends 2 semaines d'arrêt. Moi, il y avait autre chose qui m'était proposé simultanément. Je vais avoir le temps. Et là, TVA est revenu en disant, mais finalement, ça sera pas pour TVA, ça va être pour Club Illico. Et voici, ça doit être diffusé en mars. Et là, on est au mois de juillet, à peu près. Donc, moins d'1 an. Ouais. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, très vite, j'ai dit, mais ça va nous prendre du soutien, évidemment. Je savais que Michel Allen, oui, et puis Michel Allen, je la connaissais très bien. On avait eu l'occasion de collaborer à quelques reprises, puis je me disais, je sais que Michel a ses propres séries. Elle avait un projet dont elle nous a dit très rapidement qu'il était... elle attendait une réponse pour ce projet-là, mais moi, je lui ai proposé qu'en fait, elle vienne réfléchir avec nous, puis qu'on y aille par étapes, puis ce qu'elle pouvait faire, ce serait ça de prix, puis si jamais elle avait un peu plus d'espace. Donc, on y est allé, réfléchissons à l'arc. Après ça, allons-y pour un premier scène à scène du premier épisode. Puis après ça, c'est elle qui a fait finalement l'écriture dialoguée du premier épisode, et elle est restée pour les épisodes 2 et 3 pour... être une espèce de caisse de résonance aussi pour Martin et pour moi, même si elle avait moins de disponibilité, puis elle n'écrivait pas, évidemment, les épisodes 2 et 3. Donc, on est arrivé assez vite à 3 épisodes dialogués, et même si beaucoup de monde disait, dont même Michel, au départ, c'est impossible d'arriver à livrer la série dans ces délais-là, mais on l'a quand même fait. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai proposé à Frédéric Ouellette, avec qui j'avais travaillé beaucoup aussi au fil des 15 dernières années. Sur Grand Ours, entre autres? Sur Grand Ours, entre autres, d'autres projets qu'on avait développés. Des projets pour lesquels j'étais là au début, puis quand ça s'est fait, les rescapés, j'étais là pour le développement, je suis partie en cours de route. Mais, donc, tu sais, on est resté toujours en lien. Et je trouvais que Frédéric, à cause de sa sensibilité, sa générosité aussi, sa capacité à se mettre au service d'un univers qui était pas le sien, et des personnalités, tu sais, chacun ayant... Parce qu'il y a ça aussi dans l'écriture. Il faut que comme personne, je me disais, pour Martin... Frédéric, ça va être quelqu'un d'apaisant, quelqu'un qui a la feuille de route qu'il a, oui, les réflexes, les compétences qu'il a, mais sur le plan de la sensibilité, je pense que ça peut être une vraie rencontre. Puis effectivement, ça s'est passé. C'est sûr qu'au début, tout le monde y va un peu sur la pointe des pieds, mais l'expérience a fait en sorte que tranquillement, l'apprivoisement s'est fait. Puis la 2e saison, donc c'est un peu ce que je te disais tantôt, la circulation entre eux, et là, la 3e année, c'est encore plus fort, parce que c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, quand on apprend à connaître l'autre, on sait... on sur sait quoi s'appuyer. Sur quoi s'appuyer, là où on va être soutenu, là il faut se compléter, là ce que
chacun va apporter à l'autre. Et dans ce sens-là, ils sont vraiment complémentaires aussi, tu sais, dans leur façon de voir le monde. C'est pas juste dans l'expérience de l'écriture. Parce qu'il faut se challenger aussi. Oui. Oui, et Frédéric a un rapport un peu plus ludique parfois au personnage. Martin est dans une gravité qu'on reconnaît d'ailleurs dans ses romans, tu sais, existentielle, plus grande. Il veut parler d'enjeux de société quand même, oui. Parce que violence à l'origine, oui. ça parle du trafic humain, tu sais, je oui. pense que c'est un sujet qui l'interpellait aussi. Il a toujours, oui, c'est quelqu'un de très informé, c'est quelqu'un d'engagé, oui. Martin. Frédéric aussi. Mais autrement, ce qui fait que, donc, leurs deux sensibilités, ça fait que Frédéric a apporté un certain allègement, parfois, à ce que Martin proposait spontanément, puis Martin est venu densifier, parfois, des scènes ou des trames qui, autrement, pouvaient paraître un petit peu trop légères pour ce qui est l'univers de Victor Lessard, parce qu'on est quand même dans la série de genre, on est quand même dans la série noire, disons, et sans s'arracher la tête, tu sais, on est dans des zones sombres, tu sais, des personnages, pas seulement des meurtriers, mais de Lessard lui-même, dont ces enquêtes-là font en sorte que ça vient jouer dans sa tête, ça vient résonner, ça vient réveiller des choses qu'il a voulu mettre de côté, qu'il a avec lesquelles il a cherché à se pacifier, mais qui finalement reviennent le hanter. Fait qu'il y a tout ça, tu sais, dans... Moi, j'avais l'impression que la deuxième saison serait beaucoup plus, pas trash, mais plus sombre, et je trouvais ça quand même assez... tu sais, la ligne est quand même bien respectée dans le sens que ceux qui ont des cœurs plus sensibles, ils vont être capables de regarder ça sans problème. Est-ce que vous avez toujours ça en tête aussi par rapport aux diffuseurs, au public auquel vous vous adressez? C'est sûr que... Parce que ça aurait pu être bien plus trash que ça, là, Victor Lessard, avec le trafic humain, les têtes coupées, les crimes c'est-à-dire que dans les romans, tu sais, les romans, déjà, c'est pas graphique. Il y a pas... Martin n'est pas dans la complaisance. Pas de l'horreur. Non. C'est, tu sais, on peut penser, si on les lit comme ça, dire, c'est sanguignolant, oui, ça vient avec des meurtriers en série, puis des meurtres qui sont, dans le cas de ces romans, lui, je trouve toujours ritualisés quand même. C'est spectaculaire d'une certaine façon, mais c'est jamais des meurtres de psychopathes, la violence pour la violence, gratuite. Il y a toujours une raison. Il y a toujours, oui, il y a toujours un enjeu éthique, il y a toujours comme un dilemme, est-ce que la fin justifie les moyens d'une certaine façon, puis qu'est-ce qui fait, comme l'a souvent dit Martin, que poussé dans nos derniers retranchements, on va ou pas basculer dans cette violence parce que là, on s'en prend à ce qu'on a de plus précieux, tu sais. C'est que donc, oui, sur le plan de la réalisation, Patrice Sauvé est quelqu'un d'extrêmement pudique, je dirais, à ce niveau-là, que ce soit l'amour ou la mort. Il est pas du tout dans le voyeurisme, il est pas du tout dans l'exploitation à outrance de certaines scènes, en même temps qu'il y a cette maestra, puis il y a ce souffle qui magnifie déjà ce qui était écrit. Donc, pour Patrice, pour nous, à l'écriture, à la production, et pour le réseau aussi, il n'était pas question de se complaire dans des choses qui étaient répulsives à la limite, tu sais. Puis on le sait très bien que la suggestion est souvent beaucoup plus puissante que la représentation, que l'illustration. Ça fait que c'est quand on est dans l'anticipation, quand on est dans la tension, en fait, que ça a le plus d'effet. Et puis, tu sais, la deuxième année, tu l'évoquais brièvement tantôt, le trafic, oui, mais on n'a aucune scène où les filles sont, ou à peu près, tu sais, ou qui que ce soit de ce réseau-là, torturés ou malmenés, tu sais. Il y a les meurtres, mais puis il y a les meurtres encore là, on y va d'une manière qui est pas graphique du tout, là, c'est-à-dire qu'on laisse éprouver dans la réaction du personnage, dans l'expression faciale du personnage à la limite, mais on voit pas. Non, il y a pas des bains de sang, quoi. Non, non. Puis la deuxième saison aussi, elle avait quelque chose, c'était notre désir de plus contemporain, un peu plus upbeat, étant donné que la première, tu sais, les secrets se trouvaient dans le passé. Et ça créait une espèce de distance, alors que là,
non seulement c'est contemporain, mais on est aussi avec un groupe de personnages très jeunes, tu sais, dans le début de la vingtaine, ce qu'on n'avait pas la première saison. Donc, on est dans une intrigue aussi qui est construite autrement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus tentaculaire. C'est quelque chose qui est sourd, qui est sous la surface un peu, dont on sait pas trop par quel bout le prendre. Et dès le premier épisode, je pense, tu sais, on fait la connaissance de plusieurs personnages dont on va se dire pendant toute la série, ça pourrait être n'importe lequel de ceux-là, tu sais. Fait que c'est comme un jeu de OK, qui est-ce? Puis on essayait en tout cas de faire porter les soupçons à relais sur l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'on élimine pour arriver à... C'est ça doit être difficile, qu'est-ce qu'on dévoile pas, parce qu'on veut pas que ça soit trop évident, mais en même temps, faut qu'il y ait des indices. Puis aussi, entre l'écriture et la réalisation, c'est là aussi un pas, parce que quand on lit, et même les didascalies, tu sais, dans les scènes, entre les dialogues, on peut suggérer des choses, mais à l'image, c'est souvent tellement plus puissant qu'il faut y aller de façon homéopathique, là, tu sais, parce que sinon, le public est tellement futé de toute manière, puis est habitué à ces codes-là, puis voit très, très vite, tu sais. Mais il y a toutes sortes de théories, c'est-à-dire que de deviner très tôt de qui il s'agit, puis d'être conforté dans notre présomption au fil des épisodes, ça peut être aussi intéressant que d'être la première saison où on avait opté pour vraiment une révélation où on pouvait d'aucune façon savoir qui c'était. La deuxième saison, on peut faire des hypothèses, puis la troisième saison, là, elle est en développement. Là. On n'a pas la confirmation du tout que ça va aller en production, mais en tout cas, on y travaille. Ça va être encore une autre stratégie complètement. T'sais, on essaie de subvertir un peu ce qu'on a nous-mêmes placé. Oui, c'est ça, vous essayez des nouvelles choses. Oui. Vous appuyez pas sur ce que vous avez déjà fait, vous essayez d'aller ailleurs. Puis pour que chaque saison aussi se suffise en elle-même, tu sais. C'est-à-dire que tu peux regarder la deuxième saison de Victor Lessard sans avoir vu la première, c'est pas un problème. Mais si tu as vu la première, comme on se plaît à le dire souvent, mais c'est sûr que là, tu as des petits plus en regardant la deuxième parce que il y a des choses qui ont été placées sur le plan personnel. Notamment autour de Victor Lessard, qui trouve une réponse dans la deuxième saison, tu sais. Mais si t'as pas vu la première année, tu le prends pour ce que c'est dans la deuxième. Tu le découvres là, plutôt que d'avoir été un petit peu appâté. Et est-ce que l'écriture télévisuelle se transforme aussi? Bon, c'est diffusé sur le Club Illico, mais c'est quand même destiné par la suite à être diffusé à TVA, sur Addict TV, tout ça. Bonne question. Est-ce que... C'est ça, parce que... Tu sais, des séries comme ça qu'on écoute en rafale, faut que ça finisse sur un punch, faut qu'on soit pas capable de se coucher là avant de savoir la fin. Est-ce que ça influence l'écriture? Parce que le format reste quand même le même au bout du compte. Mais c'est une vraie question avec laquelle on s'est un petit peu débattu la première année parce que effectivement, on travaille pour Club Illico pour que ça crée l'écoute en rafale et l'espèce de nécessité là où on peut pas s'arrêter, on a vu, on veut voir le suivant. Mais quand on est diffusé à une semaine d'intervalle sur les réseaux généralistes comme TVA ou même sur Addict, puisque Lessard 1 est passé sur Addict avant d'arriver à TVA, avant que ça soit diffusé sur TVA, à une semaine d'intervalle avec des pauses pub à plus forte raison sur les réseaux généralistes, il y a comme un besoin de rappeler certains éléments pour que le spectateur suive parce que sinon, puis tu sais, c'est pas juste le récapitulatif du début d'épisode qui va faire en sorte que t'as tout couvert. Donc, quand on écrit pour des chaînes généralistes, on a tendance ponctuellement à venir rappeler certains éléments déterminants, à faire des petits sommaires au détour d'une réplique, juste ranimer quelque chose. Ça fait qu'on a essayé autant que possible pour Illico d'user de ça avec parcimonie pour que les gens qui soient sur Illico se lassent pas d'avoir constamment des rappels. Donc, on a évité ça au max, mais pour faire en sorte que ceux qui allaient voir après ça sur TVA
les épisodes soient pas perdus là, d'une semaine à l'autre. Tu sais, mais c'est un défi, à la limite, il faudrait parce que là, presque faut que tu plaises faire... à deux publics, oui, c'est ça. Là. Puis c'est un public plus niché, c'est-à-dire que pour Illico, la commande était vous assumez le genre puis vous y allez à fond, alors que pour TVA, qui est une télé plus rassembleuse, avec des spectateurs de tous âges, puis en plus une télé qu'on choisit pas, tu sais, c'est-à-dire Illico, tu t'abonnes, tu payes, tu t'assumes que c'est ce que tu veux voir, puis tu regardes ce que tu as envie de voir. TVA, t'ouvres la télé, c'est là. Donc, tu as une responsabilité comme diffuseur et comme producteur et comme créateur de proposer quelque chose qui soit, bon, surtout pour diffusion à 9h le soir, 8-9h le soir, que ça soit possible, tu sais. Fait qu'à la limite, avec plus de moyens, on aurait pu penser à 2 montages différents, tu sais, d'avoir un montage pour Illico puis d'avoir un montage pour TVA, mais je pense quand même qu'on a réussi avec les 2 saisons à faire en sorte, oui, parce que ça a été quand même, là, on n'a pas les chiffres pour la deuxième année, c'est trop tôt, mais la première saison, ça a été un méga succès sur Illico, assez phénoménal et très, très, très rapidement, là, tu sais, dès la première semaine. Ça s'est confirmé par la suite. Sur Addict, ça a eu une part de marché. Le dernier épisode était 3 fois plus... Pour une chaîne spécialisée, c'est oui, excellent. la part de marché pour le 10e épisode de la première saison sur Addict était 3 fois plus que ce que la chaîne a d'habitude. Mais oui, on essaie donc, histoire courte, de composer avec toutes ces contraintes-là puis de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, là. Tu parlais de Patrice Sauvé, le réalisateur de Victor Lessard, avec qui tu as travaillé sur plusieurs autres projets. Est-ce que il faut que le fit soit là aussi avec le réalisateur quand on est script éditrice? Mais c'est tellement plus gratifiant quand c'est le cas, tu sais, c'est clair. Puis moi, j'ai été choyée là, des réalisateurs qui ont été associés au projet auquel j'ai travaillé, soit parce que moi, je les amenais comme productrice ou productrice de contenu, soit parce que la proposition de départ était avec des personnes avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Pour moi, ça fait partie aussi des raisons qui font que je vais aller vers un projet ou pas, tu sais. Parce que c'est trop important, tu sais, la réalisation. C'est tellement relié, l'écriture et la réalisation. L'écriture, la réalisation puis le montage, je dirais. Ça, c'était ma prochaine, parce que la réalisation, c'est comme la 2e écriture du projet, puis le montage, c'est l'écriture ultime. C'est la 3e écriture, c'est là qu'on va vraiment faire les choix définitifs au niveau narratif, tu sais, qui vont faire en sorte que la série, c'est ce qu'elle est, tu sais. Et c'est pour ça aussi que moi, comme script éditrice, je tiens à voir le montage puis à intervenir sur les montages. Parce que vu que tu as ce regard-là depuis le début du projet, tu peux dire, ouais, mais si on coupe telle chose, ça marche plus. Oui, c'est-à-dire que, puis des fois, et quelle que soit la dextérité, le génie des réalisateurs avec qui on travaille, il y a le fait, comme à l'écriture, comme dans n'importe quelle dimension du travail, c'est que t'es tellement dedans qu'à un moment, tu as moins de recul. Tu travailles quand tu tournes dans le désordre. Évidemment, les journées de tournage sont pas chronologiques. Tu sais, on va par lieu, puis on y va par personnage dans les lieux. Donc, quand on arrive en montage, là aussi, il y a comme on retrouve un sens de la continuité, mais c'est facile, et même pour nous, et même pour les auteurs, des fois, il y a des choses qui leur échappent et dont tu dis, quand tu le remarques ou quand tu le fais valoir, c'est vrai, tu sais, je m'étais pas rendu compte. Puis moi, à l'inverse, il y a des choses. Ce recul-là ben, j'essaie, tu sais, j'essaie. Ça doit être difficile pour toi aussi de garder le recul, vu que t'es très collée mais au projet. comme je suis celle qui probablement lit le plus les textes, moi, je lis chacune des versions. Tu tannes pas à un moment donné? Non. Moi, je trouve ça fascinant à quel point vous travaillez longtemps sur des projets. Ouais. Non, puis il peut avoir 10, 12 versions, puis ça, c'est sans compter qu'on arrive dans les pages de couleurs après, puis moi, j'ai des systèmes de fichiers, de notes, évidemment, que je reporte plutôt d'une version à l'autre. Tu sais, j'essaie de garder constamment qu'est-ce qu'on a enlevé, qu'est-ce que ça a comme impact, puis de rester dans cette espèce de continuité. Et il y a un moment, quand ça s'accélère, là, plus on arrive aux versions finales, puis là, quand on rentre en pré-production, c'est encore pire, où là, c'est facile, tu sais, quand on enlève un élément de penser que c'est sans importance. Moi, il y a un moment où je sais
les textes, honnêtement, je les sais par cœur. C'est-à-dire que et c'est ça qui devient, qui peut être utile aussi pour l'équipe en pré-prod, pour le réalisateur, mais pour la première assistante, pour le producteur délégué, pour les gens qui font le dépouillement, tout ça. C'est que je peux dire assez vite, généralement, ça dépend des projets. Il y a des projets où c'est tellement complexe où l'histoire est telle que on sait plus dans quel épisode c'était. Mais de façon générale, là, je pourrais plus te dire ça. Tu sais, 6 mois plus tard, j'efface ça de mon disque dur mental, mais à ce moment-là de la pré-production, je suis capable de dire c'est dans quel épisode, dans quel bloc, tu sais. Donc, je peux assez vite... C'est la référence. Ben, je peux assez vite, ou alors avec Final Draft, qui est un outil, vraiment, quand on peut s'en servir, on sait s'en servir assez bien parce qu'on y va, puis on a des rôles scènes, on est capable de retracer la courbe des personnages techniquement assez bien. Mais donc, je peux être quelqu'un qui va aider, en tout cas, à la réflexion, puis de la même façon qu'on m'aide moi aussi, là, je sais pas que j'ai la vérité, la science infuse moi-même, il y a des choses qui m'échappent complètement, puis dont je me dis après coup comment j'ai pu ne pas me rendre compte de ça. Mais oui, j'essaie d'être la gardienne de la cohésion. Et quand on arrive en montage, donc de la même façon, ou sur le plateau, tu sais, quand Patrice, par exemple, une journée trop chargée, puis que là, il me dit, bon, ben, écoute, on n'y arrivera pas, je m'apprêtais à couper telle affaire, il y a des choix à faire. Ben, je lui dis toujours, hésite jamais, appelle-moi, puis si tu veux réfléchir, parce que tu sais, dans la précipitation, est-ce qu'on est sûr qu'on va pas... Sur un tournage, ça va tellement vite. Oui, puis est-ce qu'on va pas, après ça, s'en mordre les doigts, parce qu'on va dire jamais, il fallait enlever ça. Ça fait que ça, tu sais, je reste toujours, Patrice ou qui que ce soit, sur tous les autres projets auquel j'ai travaillé, ben appelez-moi, puis si j'ai pas la réponse, je l'ai pas, ou si mais généralement ça fait que c'est des fois 2 têtes valent mieux qu'une, puis on essaie de pas échapper trop de choses. Hein. Puis avant d'être script éditrice, d'être productrice au contenu, productrice, t'as travaillé aussi du côté plus des institutions, des diffuseurs. T'as travaillé à Radio-Canada, t'étais directrice du service des émissions dramatiques. Ouais. Est-ce que cette expérience-là aussi, ça t'aide aujourd'hui dans ton métier de script éditrice? Complètement. Puis même avant Radio-Canada, tu sais, j'avais passé plusieurs années à Téléfilm, qui a été vraiment un lieu de réflexion, un lieu où je me suis retrouvée... Parce qu'à Téléfilm, il fallait analyser les scénarios pour les choisir, pour obtenir le financement ou pas. Oui. Puis j'étais dans l'équipe, justement, parce que j'ai été là quand même assez longtemps, pas toujours dans le même poste, mais c'était effectivement un choix sélectif qu'on faisait à l'époque à Téléfilm. C'était pas une aide automatique, donc il fallait recevoir les projets en développement, en production. Il y avait de l'aide en post-prod, en distribution, en télé, dans toutes les catégories d'émissions, autant la fiction que les émissions jeunesse, que les émissions de culture, variété, qu'en long métrage. Donc, le fait d'avoir été là, d'avoir été au cœur de tout ce qui se proposait en fiction au Québec, de faire la rencontre des créateurs, autant les auteurs, les réalisateurs, les producteurs qui venaient présenter leurs projets et qu'on rencontrait aussi pour comprendre un peu mieux leurs propositions, puis qu'on rencontrait si on ne pouvait pas aller de l'avant. Et qu'on suivait si le projet allait de l'avant. Il y avait différentes étapes d'approbation. Fait que ça m'a vraiment mise en contact avec tout ce qui se pensait, tout ce qui se faisait au Québec au niveau de la fiction. Alors quand je suis retournée dans le privé un certain temps, puis après ça je suis arrivée à Radio-Canada, c'est sûr que c'était forte de cette connaissance que j'avais de l'industrie, des créateurs de l'industrie. Puis en même temps, dans un réseau, contrairement à Téléfilm, c'est que à la direction des dramatiques, tu es responsable de tout ce que tu mets à l'antenne, mais aussi à l'époque, on parle fin des années 90, début 2000, il y avait au service des émissions dramatiques une grosse partie de l'offre de la fiction qui était tournée dans les studios de Radio-Canada. Donc, Radio-Canada, au dramatique, on produisait les téléromans de Victor Lévy-Beaulieu à l'époque, des 4,5. Ça se fait plus du tout aujourd'hui. Ben, c'est-à-dire que... Radio-Canada produit plus. Non. Tu sais, il y a des offres de services, il y a des studios que les producteurs peuvent utiliser, mais à l'époque, il y avait quand même, bon an, mal an, un 6 heures de fiction au moins par semaine qui était produite dans les studios de Radio-Canada.
il y avait ça, puis il y avait aussi toute la production privée. Donc, comme diffuseur, tu as un rôle plus significatif que, par exemple, on pouvait l'avoir à Téléfilm. C'est-à-dire que là, tu mets en onde les concret, projets, ouais. C'est très concret. Tu es dans un partenariat. Moi, c'est comme ça que je le voyais avec les producteurs et les créateurs qui venaient déposer des projets, où là, on réfléchit ensemble, on essaie de faire en sorte que la série soit le meilleur possible, mais on intervient un peu à toutes les étapes. Mais c'est sûr que d'avoir la perspective aussi de, ça veut dire quoi une grille horaire, ça veut dire quoi l'écoute, ça veut dire quoi la tarte publicitaire, ça veut dire quoi les créneaux. Mais quand on revient dans le privé, comme je l'ai fait donc il y a 15 ans, à travailler donc à partir de ce moment-là avec différentes maisons de production, parce que je suis toujours restée pigiste, ben on a un regard autre aussi sur ce que peuvent être les attentes des réseaux, sur la façon dont on réfléchit dans un réseau, puis sur la façon dont on positionne une série. Alors, c'est intangible, mais même faire la promotion à l'antenne, faire des visionnements de presse, devoir faire des autopromos des séries qu'on met à l'antenne semaine après semaine, il y a des mécanismes qu'on développe et puis il en reste toujours quelque chose après ça quand on se retrouve dans le privé, parce que on est plus fort de ces impératifs-là, je dirais, d'une certaine façon, tu sais, puis on a une compréhension différente aussi de l'économie de la diffusion. Parce que la télévision, il y a tellement de joueurs, il y a tellement de monde impliqué dans une série. Oui. Il faut prendre tout ça en compte. Tu peux pas travailler de ton bar puis faire ce que tu veux. Ah, mais la télé, ça c'est clair que c'est vraiment un art. Je dis un art là, parce que je trouve que c'est un art d'équipe. Ouais. Il y a effectivement énormément d'interventions. Je parle même pas de l'équipe de production avec tous les chefs de département, tout ce que ça veut dire. C'est comme talent, comme expertise, comme compétence pour faire en sorte que d'une pile de 600 pages. À partir de papier, de mots. papier, tout ça s'incarne. Ouais. Tu sais, le casting, oui, c'est une chose. Trouver les comédiennes qui vont le mieux incarner les personnages qu'on s'est racontés, mais les lieux dans lesquels l'action va se dérouler, la gestion de ces lieux-là, la régie, la direction. Il y a vraiment beaucoup d'intervenants. Puis chacun de ces intervenants-là, les personnes qui font costume, coiffure, maquillage, contribuent à créer le personnage. Tu sais, pour les comédiens, c'est important, mais pour toute la gestion de la création, la production de contenu, la réalisation, c'est beaucoup de monde, tu sais, et donc plus le réalisateur aussi a une vision claire, et je reviens un peu à la connivence dont tu parlais tantôt, tu sais, autant c'est important quand auteur, script éditeur, autant le réalisateur qui va rentrer dans cet univers-là, s'il y a une vraie rencontre et qu'on est sur le plan imaginaire, connecté, tu sais, il arrive un moment où tu n'as même pas besoin de parler, tu complètes les uns les autres, les phrases des uns des autres, puis des fois ça se passe de phrases, puis on sait très très bien où on se tient. Ben là, c'est encore plus gratifiant parce que ça ne peut aller qu'en envergure, tu sais. Est-ce que tu le sais quand tu travailles sur un projet que celui-là, là, il est spécial, ça va marquer l'univers télévisuel au Québec? Ben, oui, il y a des moments où tu pressens, en tout cas, à cause du genre, ou à cause du propos, ou à cause de la particularité de l'écriture, ou à cause du sujet, puis de ce que ça vient brasser, puis ça peut être marquant à différents niveaux, tu sais, quand j'ai fait Nouvelle Adresse, tu sais, la deuxième saison, où j'étais à la fois productrice et script éditrice, celle qui mène à la mort de Nathalie, de Macha Grenon. Je le savais que cette saison-là, elle allait
marquer les gens, marquer les ouais. cœurs, parce que là, on rentrait, après la première saison, j'étais pas là pour la première saison, qui établissait, la situation, puis le dilemme avec lequel cette famille-là vivait. La deuxième saison, on rentrait vraiment dedans, tu sais. Et c'était l'ultime tabou, tu sais, la mort d'en parler pendant 13 heures, de vivre l'approche de cette, tu sais, c'était pas évident à faire. Et puis, il y a toujours le risque de pathos, de mélodrame, en même temps qu'on essayait, tu sais, d'avoir des redoux où Nathalie retrouvait du mieux, avait cette espèce d'envie de faire l'amour. Oui, c'est ça, on pouvait se dire, ah non, elle mourra pas, c'est finalement, ça. Tu sais, ça va être une belle fin. Oui, puis d'assumer que non, dans la vie, c'est ce qui arrive, malheureusement, trop souvent. Alors, de gérer ça, c'était très miné comme terrain, tu sais, puis on se dit que les gens vont être capables de le prendre. Il y a des gens qui disaient, oui, j'en entends parler, ça a l'air fabuleux, mais moi, je suis pas capable de regarder ça. C'est trop confrontant. Alors ça, oui, tu sais, tu sens que ça va marquer Grand Ours à l'époque, où la vie, tu sais que là, il y a on comme touche tout un à univers. coup, oui, il y a un univers, il y a comme une adéquation avec l'air du temps, parfois, ou c'est carrément, au niveau de la sensibilité, quelque chose qui s'exprime puis qui rejoint, on sait pas trop pourquoi, une espèce d'inconscient collectif aveu avec Serge Boucher. Ça aussi, ça a été tellement de rencontres phénoménales dans ma vie. Mais même Sophie Paquin, moi, c'est une série qui m'a marquée, mais c'est un autre genre complètement. Complètement. C'est-à-dire que là, c'est sous un mode plus ludique, mais les vraies angoisses aussi, c'est des vraies angoisses, tu sais, choisir entre aimer deux personnes, est-ce qu'on peut aimer deux personnes, laquelle choisir, puis en même temps, c'est un personnage que Richard a créé, Richard Bleimer, tellement savoureux, tu sais, elle a aucun filtre, et puis il arrive toutes sortes de situations les plus abracadabrantes les unes que les autres. Puis on sait que ça se peut pas, tu sais, mais c'est correct. Puis la réalisation aussi, tu sais, grossissait un peu dans l'espèce de couleur assez saturée, dans une espèce de débordement. C'était jouissif, en fait, tu sais. Même chose avec l'écriture d'Isabelle Langlois. Quand j'ai fait Rumeur avec elle, on sait que là, on pousse la limite de la vraisemblance, ça va de soi, mais en même temps, on reconnaît tellement nos travers, on reconnaît tellement ces personnages-là, même s'ils sont tous un petit peu dans le tapis. Moi, je trouve qu'elle a une intelligence, Isabelle, phénoménale de l'âme humaine. Isabelle Langlois, plus récemment, le fait lâcher prise. Tu sais, t'as pas collaboré avec elle là-dessus. Non. Est-ce que tu te dis, j'aurais aimé ça, ou tu sais, c'est qu'il y a des choix à faire? C'est-à-dire que le temps passe aussi, tu sais, puis on est happé par d'autres projets. J'étais très, très, très curieuse, évidemment, de le voir. Puis j'ai retrouvé son univers, son intelligence, vraiment, encore une fois, avec beaucoup de plaisir, mais je suis pas quelqu'un qui est dans le regret, tu sais, c'est-à-dire que puis il y a des moments dans la vie, tu sais, il y a des points tournants, il y a des fois où on va vers quelque chose qui nous appelle, on tourne des pages, puis voilà, c'est comme ça, comme avec Daniel Thibault, Isabelle Pelletier, tu sais, quand ils ont... Pour Mirador. Ouais, on a travaillé beaucoup, eux aussi, c'était leur première, ils avaient fait La vie rêvée de Mario Jean, mais qui était un peu particulier parce que c'était scripté sur mesure un peu pour Mario Jean, mais quand on a fait Mirador, c'est un univers là, qu'il portait, inédit, encore là, manipulation de l'information, de l'opinion publique, tout ça. On a beaucoup travaillé, ça a été épique, tu sais, parce que c'était en plus des cas dans chacun des épisodes, mais ça a été une expérience d'une extrême intensité, mais j'étais ravie de faire ça avec eux. Et tu vois, quand ils ont fait Rupture, je me permets de raconter ça parce que ça montre toute la générosité puis la sensibilité des gens avec qui j'ai le bonheur, le plaisir de travailler. Quand ils ont reçu la nomination et le Gémeaux pour l'écriture de Rupture, Daniel Thibault m'a envoyé un courriel en disant on était tellement surpris, on était tellement sans mots, mais on a vraiment eu, Isabelle et moi, une pensée pour toi. Et ça prouve à quel point tu as été importante et déterminante dans notre vie d'auteur, tu sais. Même si tu n'as pas travaillé sur Rupture. Pas du tout. J'ai pas travaillé sur Rupture, mais
ce qui me fait plaisir, c'est que je me dis ces rencontres-là qui sont pour moi tellement déterminantes et que je valorise beaucoup, ben je me dis finalement, visiblement, c'est pas à sens unique, tu sais, puis que ces gens-là font leur chemin ensuite, vont vers d'autres univers, dans d'autres maisons de production, avec d'autres créateurs qui les soutiennent bien, qui les... Bon, mais ce qui a existé, tu sais. Fait que puis des fois, ben il y a des gens qu'on perd de vue momentanément, puis qu'on retrouve ensuite, tu sais, pour des projets. J'ai pas fait tous les projets des auteurs avec qui j'ai travaillé, mais il y a des moments où là c'est dans l'air, par exemple, de quelque chose dont je peux pas encore parler, mais de quelqu'un que je peux retrouver alors que j'ai pas travaillé avec cette personne-là récemment. Alors, il y a des boucles qui se bouclent, puis tu sais, la roue tourne, puis les circonstances, la vie... Tu peux pas tout faire non plus. Ah ben non. Puis en même temps, il y a le fait que la vie se poursuit à côté, qu'il y a des événements dans nos vies hors la fiction, hors le travail qui nous mobilisent, qui nous appellent, puis pour lesquels on veut avoir du temps aussi là. Le fait de m'être arrêtée, par exemple, tu sais, pendant presque 6 mois là, à l'automne, cet hiver, ça a été extraordinaire pour moi parce que je me questionnais, tu sais, il y a une usure qui s'installe au fil du temps, puis il y a un moment où on se dit, mais est-ce que je peux encore donner? Qu'est-ce que je peux encore offrir? J'ai l'impression que je suis allée au bout parfois de ce que je recelais comme ressources. Puis est-ce que je veux encore? C'est difficile, les conditions dans lesquelles on travaille, tu sais, sans vouloir se plaindre, là, on en parlait d'entrée de jeu, tu sais, les budgets sont ce qu'ils sont, puis ça devient parfois assez c'est un épique, défi là. À chaque fois. Oui, c'est usant. Tu sais, c'est usant parce qu'on travaille vraiment, vraiment fort. Les gens ne peuvent pas imaginer là, ce que ça veut dire. C'est quand on dit 18 heures par jour, c'est pas une figure de style puis du de la tout. création, là. j'imagine, ça nous hante tout le temps. T'arrêtes Ben, jamais. Tu dis pas aujourd'hui, je pense pas à mon projet. Non. Puis roule. on a des problèmes à résoudre. Fait oui, en effet, comme tu dis, on les porte, on se promène, on y pense, on se responsabilise par rapport à ça. On veut que ça soit à la hauteur de nos propres attentes d'abord, puis aussi des attentes légitimes des gens qui vont recevoir ça. Alors je me questionnais, est-ce que je veux continuer? Est-ce que c'est ça que je veux encore faire? Puis le fait d'avoir arrêté, mais vraiment, là, tu sais, complètement, pas de lecture, pas d'évaluation, pas de rencontre, je me suis fait violence, je vais aller le moins possible je vais aller faire quelques petits sauts sur le plateau de la Sarre par plaisir, là, parce qu'ils étaient pas loin d'ailleurs de la maison, tout ça, mais tu sais, pour cette deuxième saison, j'ai pas participé au montage, j'ai vraiment... T'as coupé. Complètement. Ben ça fait en sorte que j'ai pu, on dirait, à la fois nettoyer le disque dur, me reposer, retrouver une forme petit à petit d'énergie créatrice, puis là j'y reviens avec, écoute, c'est le jour et la nuit là, puis en même temps t'as comme une autre attitude, t'as relativisé tellement de choses que, puis t'es reposé, surtout t'es vraiment reposé, puis moi qui avais jamais fait ça dans ma vie, arrêter complètement là, puis ça donnait, tu sais, j'avais prévenu les gens quand même 6 mois avant, là, on s'était comme j'avais fait en sorte que personne, oui, ça se retrouve, j'aurais pas laissé les gens en plan, mais les astres s'alignaient, mettons, puis j'avais parlé de 3-4 mois, j'ai décidé d'en prendre 6, et je le regrette pas du tout, tu sais, il fallait que j'aille au bout de ça, et là, je me dis, ben écoute, voilà, il y a des choses qui s'articulent maintenant, puis j'y vais progressivement, puis on verra au fil du temps ce qui se concrétise ou pas, puis combien de temps ça dure. Mais j'imagine que t'es rendu dans un stade dans ta carrière aussi, tu peux choisir. Oui. Tu prends, j'imagine, des projets vraiment qui te tiennent à cœur, puis s'il y a un projet qui te tente moins, Mais ça, je te dirais, Élise, vraiment, j'ai été bénie parce que ça a pas mal été le cas. Toujours le cas. Oui. Depuis que j'ai quitté Radio-Canada, tu sais, j'ai pas fait de projet. Je me suis pas associée jamais
un projet parce que je me disais, j'ai pas le Mon choix. loyer, Il y a ça qui se présente. Puis non, j'ai toujours eu d'abord des propositions extrêmement attrayantes. Il y avait cette continuité-là avec des créateurs que je valorisais puis qui avaient envie aussi que je continue à les accompagner. J'ai été pendant un certain temps aussi beaucoup plus associée à Sphère Média pendant quelques années où j'ai été accueillie vraiment avec énormément de générosité et puis de côtoyer les producteurs, productrices qui étaient là, ce petit noyau-là, ça a été aussi la source de mise en place de projets qui m'allumait. Et quand j'ai senti à un moment que j'étais pas la personne pour accompagner tel ou tel projet, non pas que le projet avait pas d'intérêt, là, hein, c'est que parfois il faut qu'on puisse mesurer est-ce que je suis celle qui va l'amener plus loin. Ouais. Puis est-ce que moi, tu sais, c'est toujours aussi, je carbure à ça, est-ce que moi, je vais avoir l'impression d'avoir fait un voyage au fil de ce projet-là? Est-ce que j'ai l'impression que je vais avoir évolué de la même façon tu veux pas faire toujours la même chose, j'imagine aussi. Pas faire la même chose, puis aussi comme être humain, tu sais, mon objectif, c'est toujours, d'une certaine façon, dans les séries auxquelles je m'associe, que le public qui va les consommer va en ressortir un petit peu différent après la série, tu sais. Puis c'est pas obligé d'être songé, c'est pas obligé d'être encore une fois, dans les brassements existentiels profonds, mais à cause des valeurs auxquelles on est exposé, des réflexions, de la solidarité entre les personnages, de l'humanité, de l'empathie, ou carrément autour d'une thématique qui va faire en sorte que les mentalités peuvent évoluer, moi, ça m'apporte beaucoup, moi, ça me force à réfléchir, moi, ça me force à me confronter par rapport à certaines convictions, puis j'ai l'impression que c'est ça, au mieux, le spectateur va être lui aussi confronté ou allumé ou un peu changé, tu sais. Mais il n'y a jamais eu de projets qui ont été, tu sais, qui ont moins bien fonctionné. Par exemple, la critique était moins favorable. Puis, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises critiques puis que ça te rentre plus dedans? Ou... je vais pas nommer de projet. Oui, il y a eu peut-être 2 projets pour lesquels ça a été moins évident. À la fois, disons que cette rencontre dont on parlait tantôt, écriture, production, réalisation, n'a pas eu lieu de la même façon. Et c'est pas du tout la faute de personne. C'est juste qu'il y a un moment où tout à coup on pense qu'on parle de la même chose puis on ne parle pas de la même chose. Des mauvaises critiques, tu sais, au point de dire mon Dieu, ça me rentre dedans, ça me met à terre, non jamais. Et puis je te dirais qu'on est lucide quand on fait ce qu'on fait, tu sais. Puis même quand on est engagé dans un projet, puis encore une fois là, on parle même pas là, des doigts d'une main là. Le nombre de cas où ça m'est arrivé. Mais tu le savais. On sait, on sait déjà. Au fil du processus que c'est pas gagné, tu sais. Et tout le monde fait de son mieux, mais on n'est pas dupe, là. On se dit pas, mon Dieu, on tient quelque chose d'inouï, puis les gens ont rien compris. Ça, non. Ça, non. Tu t'es jamais senti incompris. Ah non, jamais. Jamais, tu sais. Et je te le dis, là, à la fois comme productrice, script-éditrice dans le siège du diffuseur à Radio-Canada ou à Téléfilm soutenant des projets. Il y a des raisons pour lesquelles on soutient des projets parce qu'on se dit ce créateur-là, il doit passer par là. En long-métrage en particulier, moi je me rappelle de certains premiers films, puis je me disais c'est pas parfait, ça va pas faire 3 millions en salle, mais il faut qu'il ou elle passe par là parce que c'est une créatrice, un créateur d'exception. De voir au-delà de ça. Ah oui. Puis ça s'est confirmé, tu sais, vraiment avec le temps qu'on sent quand on est en face de personnes qui ont un talent, qui vont faire une différence, puis faire ses premières armes, explorer. Il faut qu'il y ait une première fois, tu sais. La première fois n'est pas nécessairement toujours aussi concluante ou spectaculaire qu'on le voudrait. Mais des fois, c'est comme ça s'inscrit dans un processus. Puis moi, je crois beaucoup
à donner la chance à des créateurs de se frotter à... Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, il n'est pas question de dilapider des fonds publics ou pas, là, mais on s'entend, là, tu sais, on se donne des balises, puis on se dit... Mais on sait, quand on s'engage là-dedans, que ça va avoir tel impact, puis c'est fait dans tel contexte pour tel créneau, puis voilà, tu sais. Alors, c'est ça. Donc, la critique... On est les plus sévères critiques, je crois, nous-mêmes, de nous-mêmes. Des fois, j'imagine, tu le sais, quand une œuvre a certains défauts, mais tu vis avec aussi, j'imagine. Ben, ça fait partie. Malheureusement... Il n'y a rien de parfait non plus. Là. Non, il n'y a rien de parfait, tu sais. Puis le facteur le plus important, c'est le temps. Puis malheureusement, le temps, on l'a plus. Des fois, je me dis, mon Dieu, on aurait eu 2 mois de plus pour telle série. Puis on le sait tous, là. On sait qu'on va livrer, on n'a pas le choix, ça doit être tourné, là. La pré-prod commence, c'est dépouillé. On peut, oui, dans des pages de couleurs, aller remodifier certaines scènes, aller creuser, mais il y a un moment où le train part, puis c'est plus gérable pour l'équipe là, de constamment amender des choses, puis c'est qu'on n'a plus l'énergie non plus, là. Donc, on le sait qu'on aurait peut-être pu, dans certains cas, atteindre un niveau qu'on a en plus identifié. C'est pas comme si on ne l'avait pas vu puis que ça nous a échappé. On le sait, mais on n'a pas le loisir de le faire. Ça, j'avoue que c'est ça qui a fait quand je me suis arrêtée que je me suis dit, là, je suis comme plus capable d'assumer ça, tu sais. Ça devient éreintant. Ça devient, quand je dis usant, c'est que, c'est ça, c'est que c'est frustrant. C'est frustrant. En même temps que le spectateur, lui, peut n'y voir que du feu puis personne va avoir, mais nous, encore une fois, qu'est-ce que tu veux, on y va en fonction de nos propres références à nous, nos propres barèmes à nous. Ben nous, ça peut être plus frustrant, tu sais. Même si on est content puis qu'on se dit, mais c'est prodigieux d'être arrivé à faire ça dans ce cadre-là, tu sais. J'ai l'impression que tu es beaucoup une femme d'intuition, tu sais, selon tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure. C'est beaucoup des relations humaines, la création, de suivre son instinct. Est-ce que ton instinct t'a toujours servi, justement, dans ta carrière? Que te dire? Probablement, puisque c'est vrai que je suis toujours allée pas mal à l'instinct. Tu sais, des fois, c'était des choix irrationnels, puis dont les gens pouvaient dire, ben là, vraiment sérieux, là. Mais moi, il y a quelque chose en moi qui faisait que je me disais... Comme Grand Ours, par exemple, tu sais, de le déclencher. Puis c'était audacieux. De l'accompagner après quand j'ai quitté Radio-Canada. C'est sûr que c'était un projet. En plus, Frédéric, c'était sa première fiction. Il était tout jeune, puis c'était un univers, un genre, le fantastique qu'on pratiquait pas ici au Québec. Il y avait toutes sortes de défis d'intelligibilité, puis on essayait d'être extrêmement rigoureux dans toutes les backstories. On parle, oui, début des années 2000, là, c'était 2002 que ça a été tourné, Grand Ours, la première saison. Mais moi, il y a quelque chose là-dedans qui me plaisait profondément, dont je trouvais que il y avait un jeu de l'esprit, il y avait une tension, il y avait des personnages hallucinants. Et moi, je carbure à ça, puis à tort ou à raison, tu sais, je me disais, ça passe ou ça casse, tu sais, où ça va vraiment. Et il y a des gens qui vont peut-être ridiculiser la série puis qui comprendront pas et qui vont s'en offusquer, mais ceux qui vont embarquer vont vraiment embarquer. Et ça a eu un retentissement réel, tu sais. Puis Patrice Sauvé aussi, il venait de réaliser La vie, oui, la vie. Oui. Fait que j'imagine que ça aussi, ça... Oui, c'était encore là, tu sais, comment... Parce que La vie aussi, ça a été une série marquante dans la télé québécoise, encore aujourd'hui. Oui, ça fait époque parce que c'était, tu sais, quand je disais tantôt, où j'étais à Radio-Canada, mais c'est qu'il y avait probablement l'écriture de Stéphane Bourguignon, la rencontre de Stéphane avec Patrice, la musique, Luc Sicard, le montage, Michel Groux, fait qu'on dirait que cette espèce de quatuor, il y avait tout à coup là, une évidence, puis il y avait au niveau du propos aussi, les trentenaires, qu'est-ce qu'on fait de la vie, tu sais, ça tombait comme à point nommé, puis pourtant c'était tout subtil, tout, tu sais, il y avait pas de grands rebondissements, il y avait pas, on était dans,
Et ça a été le génie de Patrice aussi d'arriver à traduire cette espèce dans la réalisation, oui, de tout à coup de charge, traduire la charge émotive que portaient ces personnages-là, tu sais, en dehors de quelque chose qui aurait pu être assez anecdotique autrement, tu sais. Puis la sensibilité inouïe de Stéphane Bourguignon aussi, tu sais, dans sa manière imprévisible de faire évoluer ces personnages-là, puis par des petites touches, encore là, une intelligence émotive là, remarquable, tu sais. Fait que c'est beau quand on est partie prenante d'aventures comme celle-là, tu sais, dont on peut se dire, ben d'abord, encore une fois, pour le voyage qu'on fait soi-même là-dedans, là, au quotidien, on s'entend que c'est pas plate, là, je me sens extrêmement privilégiée, tu sais. Et donc, l'instinct, oui, c'est d'aller, j'ai pas d'autre façon de fonctionner, tu sais. J'écoute ce qui m'appelle, tu sais. Fait que après ça, il y a l'expérience probablement qui fait que, ben, ces projets-là se font, puis dans l'ensemble ont plutôt bien fonctionné, là, tu sais, auprès du public et de la critique. Mais c'est dans ce sens-là que je suis privilégiée, parce que j'ai été exposée à, je trouve, autant au niveau des auteurs, des réalisateurs, je dis auteurs, auteureux, réalisateurs, réalisatrices, équipe de création, monteurs, tout ça, à des gens d'exception, là, vraiment. Et quand tu étais plus jeune, est-ce que tu te doutais que tu aurais cette carrière-là? Oh mon Dieu, mais pas du tout. J'imagine que tu savais même pas que ça existait, ce métier-là, script Non, éditrice. ben de toute façon, quand j'ai commencé, ça n'existait pas, tu sais, on n'arrivait pas à qualifier ça. Tu sais, quand j'ai fait mes études en littérature, moi, mon bac, ma maîtrise en littérature française québécoise, ma scolarité de doctorat aussi, c'était littérature, cinéma. J'ai commencé à travailler à la Pige, j'ai commencé par des amis qui avaient des amis cinéastes, à dire, ben, toi, la critique, c'est quelque chose que tu maîtrises. Est-ce que de lire un scénario de long-métrage, ça te tenterait pour, tu sais, réfléchir avec le ou la réalisatrice, parce que c'était en long-métrage souvent les personnes qui réalisaient, qui écrivaient les scénarios. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. On parlait de conseiller, on parlait de, collaboration à l'écriture, puis finalement, ben c'est une expertise que j'ai développée au fil du temps, de plus en plus, tu sais, à la fois au théâtre, parce que j'avais créé une troupe avec deux amis, une troupe de théâtre qui se consacrait à l'adaptation d'œuvres littéraires pour la scène. Donc déjà, la question de l'adaptation, ça m'intéressait. Et tu avais toujours donc eu cet éveil-là artistique sur la littérature, sur le théâtre, c'est quelque chose qui t'intéressait? Mais c'est sûr que la littérature, ça m'intéressait. C'est sûr que, tu sais, quand j'étais au cégep, je me disais, ben c'est où la littérature ou la médecine, bizarrement. Ah oui? Ouais. Ben dans ma famille aussi, mon père, les sœurs de mon père, une était au Torino, l'autre ophtalmo, il y avait comme cette tradition-là. Mon père, avant d'arriver, d'émigrer, avait commencé ses études de médecine aussi, puis il y avait probablement quelque chose dans soigner qui m'appelait. Alors, la littérature, à l'inverse, c'était aller presque d'une certaine façon à la cause plutôt qu'à la manifestation, tu sais, c'est-à-dire être dans l'âme humaine, être dans l'émotion qui fait en sorte que, on exprime toutes sortes de choses, puis pas dans des symptômes physiques, mais autrement. Puis ça me fascinait. L'archéologie aussi m'intéressait beaucoup quand j'étais au cégep. Puis là, je savais plus trop vers quoi me diriger. Puis j'ai opté pour la littérature en me disant, le premier qui me répond, ben ça c'était une boutade, là, mais profondément, j'avais envie que ce soit la littérature. Mais je pouvais pas,
quand j'ai commencé en littérature, évidemment, ma famille, les gens se disaient, mais là, la littérature, faire quoi, tu sais, avec la littérature par rapport à la médecine, mettons. Comment tu peux gagner ta vie avec ça? Ben oui, comment tu vas gagner ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire? Journalisme, rédaction, communication. Auteur, c'était tellement ça t'aurait vague. jamais intéressé? Non, ça, non, jamais. Jamais. Même scénariste pur, là, non. J'ai jamais, pour moi, mon plaisir depuis très, très jeune, tu sais, parce qu'on avait heureusement une bibliothèque extrêmement bien garnie chez mes parents. Puis à l'époque, on n'avait pas tellement de divertissement possible. Fait que j'ai découvert ça très, très tôt. Puis pour moi, c'était le plaisir du texte, le plaisir de l'écriture, de la lecture, en fait, plus que de l'écriture. Puis c'était pas mon ambition et je suis pas quelqu'un qui porte des univers qui a comme un besoin irrépressible d'exprimer, pas du tout. Donc je suis pas, quand j'aborde un projet dans la posture de l'auteur frustré qui par procuration, jamais. Puis tu sais, ce que j'amène selon les besoins, encore là, il y a des auteurs qui ont comme envie de réfléchir avec toi, que tu pointes ce qui fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas, qui vont trouver leur solution, puis voilà. Puis d'autres qui ont un certain appétit pour que tu arrives avec des pistes, peut-être, de solutions, avec des exemples, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que je suis pas du tout une scénariste, je suis pas du tout un auteur, là. Et ça me manquait. Je suis vraiment contente de notre discussion parce que j'ai l'impression vraiment mieux de saisir ce que tu fais puis l'apport de ce que tu fais vraiment, là. Je trouve ça passionnant d'entendre. Puis là, c'est déjà la fin de notre échange. Mais avant de terminer cet échange, j'avais des petites questions à faire pour toi. Je voulais savoir, c'était quoi pour toi ta découverte la plus déterminante dans ta carrière? La découverte, je te dirais, ce passage à téléfilm dont je parlais tantôt, là. Quand j'y suis arrivée, j'étais là pour un contrat de 6 semaines, puis ça a duré des années. Ça a été la découverte d'une équipe et d'un travail, moi qui travaillais toujours toute seule, le sens de la solidarité, le sens de ce petit noyau de choc où on était vraiment liés les uns avec les autres, engagés collectivement dans la même vision, en essayant de se démener, de trouver des solutions à tout ce qui nous arrivait. Ça a été une découverte, d'abord parce que c'était une équipe exceptionnelle, et c'est la raison pour laquelle je suis restée aussi longtemps aussi, des êtres humains, mais aussi de la compétence. Ça m'a beaucoup influencé aussi dans la suite des choses, dans les rapports que j'ai eus, dans toutes les fonctions que j'ai pu occuper, autant à la diffusion que dans le privé, que ce sens-là du respect et de la rigueur, et puis de l'appui qu'on peut avoir les uns pour les autres, là, ça a été une belle découverte. Tu l'aurais peut-être pas découvert dans un autre milieu, t'as l'impression? Ben, en tout cas, c'était, en plus, j'arrivais pour faire de l'analyse de contenu, ce dont ce à quoi je carburais, et là, que ce soit mais ça, ma vie au quotidien, et que ça, et plein temps, et tout le temps, puis et tout le temps renouvelé, avec toujours des projets différents, avec toujours des créateurs différents, c'était le meilleur de tous les mondes, là. Est-ce qu'il y a une découverte qui t'a marqué quand tu étais jeune? Par rapport, mettons, à ton éveil artistique, peut-être? Ben, ça a été peut-être l'autonomie. Ah oui? Parce que j'ai grandi dans un environnement où on arrivait là dans un quartier où il y avait pas de trottoir, on était la 3e maison de la rue, entouré de bois, de boisés, il y avait la lecture et rien d'autre, et la maison était pleine de mes grands-parents qui arrivaient de l'ex-Yougoslavie que j'ai connue quand j'avais 9 ans, de mes 2 tantes qui débarquaient puis qui devaient refaire tous leurs examens pour pouvoir pratiquer comme médecin ici. Fait que les parents avaient pas ce que nous on fait avec nos enfants, tu sais, du temps pour nous entretenir, nous accompagner. On était vraiment livrés à nous-mêmes, et de découvrir cet espace de liberté, d'en faire quelque chose, de l'investir notamment par la lecture pour moi, et puis d'être à l'aise aussi dans une espèce de solitude aussi.
réfléchir, se faire une tête à partir de ce que je lisais, me débrouiller avec ça, parce qu'il n'y avait pas toujours l'occasion de le partager, sinon à peu près jamais. Ça aussi, ça m'a quand même forgé, je dirais, pour la suite, puis ça m'a donné peut-être un aplomb que j'aurais pas eu autrement. Est-ce qu'il y a un artiste que tu as découvert un peu par hasard? Rodin. Ah oui? Parce que, bon, j'en ai entendu parler évidemment, mais quand je me suis retrouvée au tout début de la vingtaine, j'ai fait un séjour d'1 mois à Paris parce que j'avais des recherches à faire là-bas au moment de mon bac, je pense. Et puis, je suis passée sur cette rue où il y a le musée Rodin. Et là, j'ai vu une sculpture, puis je me suis dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Et là, je suis entrée. Et ça a été vraiment de l'ordre de la révélation. Je ne sais pas si tu es déjà allé au musée Rodin. Oui, ces sculptures dans la nature, puis on était au mois de mai, c'était fleuri, il y avait comme une espèce de paix dans cet espace-là. J'y suis restée, des fontaines, des petites étendues d'eau, les nénuphars. Bon, c'était magique avec ce avec quoi je me débattais à ce moment-là. Puis j'y ai passé beaucoup de temps, puis c'est devenu comme un lieu de pèlerinage, mais jamais j'aurais cru, tu sais, être exposée à ces œuvres-là. Puis fait que j'en ai fait comme une découverte, et c'est resté un artiste pour moi important là dans ma vie. Même si c'est un médium que Oui. Autre que l'écriture. Non, complètement. Non. Puis en même temps, il y a une espèce de sensualité, là, tu sais, dans ces sculptures. C'est quelque chose la façon dont c'est poli. Oui. Puis là encore, une espèce de pureté dans les lignes, de quiétude, de beauté, de sensualité, de profondeur, je trouve, dans ces œuvres-là qui m'inspirent, qui me portent et qui correspondent profondément à quelque chose que j'aime. Est-ce qu'il y a une découverte que tu as faite ici même à Montréal? Récemment, en tout cas. Récemment, oui. Récemment, ça a été dans cet espace de temps que je me suis donné, de redécouvrir Montréal à pied, c'est-à-dire de marcher. Oui. Tu sais, quand on va ailleurs, quand on voyage, on sillonne les villes, les espaces, on prend le temps, puis on regarde. Là, je le faisais plus du tout. Et là, comme j'avais du temps, puis comme j'ai maintenant un petit-fils qui a tout juste 1 an, puis que j'ai beaucoup promené en poussette, que je promène encore, ben là, ça a été une occasion vraiment là, de regarder autrement la ville dans laquelle on vit, de découvrir des quartiers, de découvrir des ruelles vertes absolument craquantes. Puis alors c'est plus ça récemment. Est-ce que tu penses que le fait de retourner au travail, tu vas encore avoir besoin de ces moments un peu de méditation? Ah, mais complètement. Ça, j'ai jamais arrêté parce que moi, je suis quelqu'un qui se lève très, très tôt. Tu sais, je dors peu. Ça, c'est de tout temps. Ce qui fait que l'été, par exemple, 5h30, là, je vais être dans ma plate-bande, puis j'aime beaucoup jardiner, j'aime beaucoup manipuler. Alors, c'est un temps de méditation, c'est un temps de repos, c'est thérapeutique. Tu sais, ça a toujours été, j'ai besoin de cette connexion-là à l'environnement, puis à la nature, puis même dans les périodes de travail les plus folles, là. T'as besoin de prendre un 20 minutes, là, puis sortir, aller marcher l'hiver pelleté. À court terme, là, tu sais, si c'est pas de partir dans les grands espaces, ben je me donne au moins ça comme bulle parce que ça recentre. Tu sais, ça fait relativiser, ça remet les choses en place, vraiment. Oui, c'est ça, par rapport au stress de la vie, des fois. Là. Oui, puis c'est facile. Tu sais, quand tu es dans des périodes aussi où tu es submergé, ben tu peux rester vraiment 15 heures. Moi, je me rendais compte que ça faisait 8 heures que je m'étais pas levée de ma chaise devant mon ordi, parce que là, c'est tout le temps, les emails rentrent, il faut sortir les textes, il faut sortir les notes, il faut alimenter... Mais il y a un moment où ça devient... Puis maintenant, après cet arrêt-là, plus forte raison, je pourrais plus, tu sais. Et là, plus que jamais, puis ça, c'est devenu presque une question d'hygiène, de santé, d'avoir... Je veux du temps. Je veux plus de temps que j'en avais ces dernières années. Ça, c'est sine qua non.
Ben, je te souhaite du temps, puis je nous souhaite aussi que tu continues encore. Ah, c'est gentil, merci. Ça a été vraiment agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. T'es très généreuse. Ben, puis je pense écoute, que... ça me passionne, alors. Oui, là, ben, c'est ça, j'aimerais que tout le monde puisse, ouais. puisse connecter à ce que la fiction a tellement de beau à nous donner. Mm-hmm. Tu sais, je sens que tu y crois, puis même après toutes ces années-là, ouais. tu y crois encore, t'es pas, mettons, ben, ça se renouvelle, ça se renouvelle, ça. Tu sais, quand t'as des créateurs qui t'arrivent avec un autre projet, un autre univers, mais c'est jamais la même chose. Ça va être avec des mêmes personnes, puis oui, il y a des parentés de thématiques, il y a des parentés de manières, mais ces gens-là se renouvellent aussi, fait qu'on évolue, on avance ensemble, puis puis la société autour de nous bouge, fait que ces créateurs-là qui ont des antennes sur l'inconscient, encore une fois, ça fait en sorte que c'est toujours nouveau. Alors, oui, tant que... La création n'a pas de fin. Voilà. C'était ma découverte de Myriane Pavlovic, animation, recherche et réalisation par moi-même, Élise Madé, musique de Lucas Perrault. N'oubliez pas d'évaluer le podcast sur la plateforme sur laquelle vous êtes présentement et on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes de ma découverte.